Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Monsieur Eli Hatim, bonjour. Bonjour à vous et merci de votre invitation. Eh bien, écoutez, le plaisir est pour nous et pour notre auditoire qui est coutumier à vos analyses. Et vous faites partie des gens qui sont des spécialistes du Moyen-Orient, qui est avocat à la cour, docteur en droit, officier dans l'ordre du Cèdre, chevalier dans l'ordre des Palmes académiques et enseignant. Comme tout le monde le sait, monsieur Hatim, que le Moyen-Orient vit ces derniers jours une situation un petit peu spéciale. Et notamment, il y a deux vedettes à propos de cette situation. Monsieur Mohammed Ben Salman et Mohammed Ben Zayed, connus sur MBS et MBZ. Chacun d'eux essaye d'avoir le leadership du monde arabe et notamment dans le Moyen-Orient. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà dans un premier temps un tout petit bilan de la situation actuelle, vu la guerre au Yémen, vu la course au leadership sur le plan religieux? Eh bien, écoutez, premièrement, je me permets une petite rectification. Le Moyen-Orient vit une situation, je dirais, chaotique, plus que bouillonnante, comme vous l'avez souligné, non pas depuis ces quelques temps, mais je dirais depuis plus d'une vingtaine, une trentaine d'années. Tout cela est fait en raison d'un projet politique. Ce projet politique qui vise à la création de ce chaos, non seulement au niveau du Moyen-Orient, mais au niveau mondial, mais en particulier dans cette région du monde, pour la raison la plus simple, c'est que c'est une région où il y a plusieurs communautés ethniques, plusieurs communautés religieuses, et ce projet vise à la dislocation des États, c'est-à-dire la mise en cause des structures étatiques, et avec l'instrumentalisation, nous l'avons vu progressivement, du facteur religieux, en semant la zizanie entre les différentes communautés qui sont là pour détruire ces structures étatiques. Cela, nous l'avons vu, a commencé depuis il y a plus de 20 ans, d'ailleurs, au Liban, dans 1975, où on a essayé de mettre les Palestiniens sur le dos des Libanais, les Libanais sur le dos des Palestiniens, puis ensuite les Libanais divisés entre chrétiens et musulmans, non pas d'un point de vue religieux, mais communautaire, parce que c'était une guerre communautaire. Et puis ensuite, avec l'échec de cette déstabilisation, c'était chaque communauté divisée en 2 ou 3 factions qui sont en fait des milices qui s'entretuaient. Et l'échec de cette situation a emmené à d'autres guerres, je dirais, et nous l'avons vu avec en particulier avec cette guerre entre l'Irak et le Koweït. On a poussé l'Irak, c'est-à-dire les Américains, à envahir le Koweït pour justifier une intervention. Plus, à l'issue de cela, il y a eu tout un embargo sur l'Irak pour affaiblir ce pays et le faire régresser en appauvrissant donc sa population, en portant atteinte à son économie, à la culture, à la civilisation donc de cette région de la Mésopotamie. Par la suite, nous avons vu avec cette vague, je dirais, d'islamisation forcée, parce qu'il faut faire une distinction entre l'islam en tant que religion et l'instrumentalisation de l'islam à des fins politiques, autrement dit, ce qu'on appelle ce fanatisme, cet intégrisme qui a été provoqué par les services américains. Nous avons vu cela aussi en 1979 d'ailleurs, avec la création de la révolution, la révolution iranienne qui a coïncidé avec l'expérimentation du facteur religieux en Afghanistan. Et cela, c'était tout à fait une réussite
dans les deux pays, mais nous avons vu que l'Iran, par la suite, s'est redressé et ce n'est plus du tout comme c'était au départ une révolution simplement ou un État purement islamique, mais c'est redevenu, si vous voulez, un État, une structure étatique avec le retour, je dirais, au patriotisme persan et non pas simplement iranien. Alors, il a fallu attendre ce qu'on appelle le printemps arabe pour, à l'issue, si vous voulez, de toute cette propagande qui a été faite au sein même des différentes populations de ces pays-là pour provoquer ce chaos et pour faire chuter les institutions étatiques. Et dans ce chaos-là, il y a deux principaux pays qui ont été, je dirais, poussés et obligés à répondre à ce projet, à participer à ce projet. C'était d'une part l'Arabie Saoudite et d'autre part le Qatar. Ces deux pays, comme nous le savons, sont des pays assez riches et les services américains et leurs alliés ont tablé sur le fait d'exploiter leurs richesses en les obligeant, en particulier l'Arabie Saoudite, qui est, comme tout le monde le sait, inféodée aux États-Unis depuis le traité de Quincy, qui exige donc des Américains la protection, la sécurité, d'assurer la sécurité du royaume en contrepartie de l'exploitation pétrolière. Le Qatar est également entre les mains des Américains parce que, comme nous le savons, les Américains ont leur plus grande base, d'ailleurs, militaire à l'extérieur du territoire américain situé au Qatar. Et puis, donc, c'est ce qui a poussé, en fait, ces deux pays à répondre à ce projet, en fait, américain, en finançant ce qu'on appelle ces groupes islamiques ou islamistes, plutôt, qui ont déstabilisé non pas simplement cette région du Proche et du Moyen-Orient, mais l'ensemble du monde. Alors, et à partir de là, les choses ont quand même changé parce qu'il fallait encore créer un peu plus de chaos et diviser ces pays entre eux pour éviter que ces deux pays ou cette communauté, je dirais, sunnite, puissent dominer les pays arabes. Donc on a renforcé d'une part le nationalisme turc en permettant à Erdogan de vouloir revenir à l'ex-empire ottoman et redevenir une puissance de leadership sunnite. Et par la suite, il fallait quand même diviser de l'autre côté arabe, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et si nous examinons aujourd'hui les choses, nous avons à la mort du président Abdallah, la poussée et l'arrivée au pouvoir, on a imposé quand même quelqu'un qui a été au départ à la solde totale des Américains, qui est Mohammed Ben Salman, MBS, le fils du roi Abdallah, où le roi a été obligé en fait d'écarter le prince héritier Mohammed Ben Nayef et le remplacer par Mohammed Ben Salman. Ceci dit, alors il y a aux Émirats Arabes Unis, et c'est presque la même situation, avec la maladie du prince héritier, c'est Mohammed Ben Zayed qui automatiquement est arrivé au pouvoir, soutenu aussi par les Américains qui ont exercé une certaine pression sur lui et en lui promettant quand même un certain pouvoir. Autrement dit, il y a dans ce projet politique, encore une fois, chaotique, qui veut diviser pour mieux régner, divide et imperare, une volonté de monter les uns contre les autres. Et quand on a dit qu'il y a une alliance entre MBS et MBZ, et quand on a dit que MBZ c'est le mentor de MBS, je disais en connaissance de cause que ce n'est pas une véritable, je dirais, analyse, en sachant très bien que MBZ avait besoin quand même du soutien d'un pays beaucoup plus fort, qui est son voisin, et qui est l'Arabie Saoudite, et c'était dans son intérêt de se rapprocher de MBS. Mais tout le monde sait, c'est-à-dire Mohammed Ben Salman, mais tout le monde sait que
chaque pays, que chaque chef politique ou chaque donc dirigeant veut préserver, protéger, travailler dans les intérêts propres de son pays. Et c'est ce que Mohammed Ben Zayed a été, si vous voulez, entraîné à faire. Maintenant, il y a eu, avant de revenir à la question donc du Yémen, il y a eu, comme nous le savons, cette zizanie ou ce conflit, moi je dirais, entre les Émirats, l'Arabie Saoudite d'une part et le Qatar de l'autre côté. Mais comme je le disais tout à l'heure, les islamistes, les salafistes ou ces groupes qui ont été instrumentalisés ont été soutenus au départ par l'Arabie Saoudite et le Qatar qui, comme nous le savons, tous les deux ont une stratégie politique wahhabite, ce qui n'est pas d'ailleurs le cas des Émirats. Donc, mais à un moment donné, il fallait éviter cette emprise wahhabite. C'est la raison pour laquelle que ce conflit a été, diligenté, a été poussé pour créer cette tension, ce conflit entre l'Arabie Saoudite d'une part et le Qatar. Et cela a été déclenché par la décision de MBZ qui quand même s'est réveillé, Mohammed Ben Zayed, qui est le prince héritier des Émirats, et qui a senti le danger de cette instrumentalisation de la religion à des fins politiques en poussant en fait les islamistes et en trouvant que le Qatar est totalement inféodé au service américain et qui est en train de financer les frères musulmans et ces groupes islamistes. Il a convaincu également Mohammed Ben Salman d'éviter de tomber dans ce piège et c'est la raison pour laquelle, et c'est ce qui explique en fait le pas en avant de MBS, parce qu'il faut dire analyser les choses d'une manière la plus objective, et qui a pris certaines mesures au sein de son pays pour mettre un terme et pour éviter cette extension du salafisme qui est issu en fait du wahhabisme et qui a eu pour objectif en fait la déstabilisation de l'ensemble de ces pays. Maintenant vient ce conflit en fait au Yémen à l'issue du printemps arabe et quand il y a eu cette révolution au Yémen, l'arrivée au pouvoir de Mohammed Abd Rabbo, qui est le président du Yémen après Ali Abdallah Saleh. Donc il y a eu une volonté de créer une zizanie entre le Yémen et l'ensemble des pays pour appauvrir l'ensemble de ces pays-là, en particulier l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite est tombée dans ce piège parce qu'elle a été entraînée dans cette guerre en soutenant les forces du président Abd Rabbo, démissionnaire d'ailleurs, et en l'abritant chez elle. Et cette guerre, depuis le départ, tous les analystes savaient qu'il était impossible aux Saoudiens de gagner cette guerre, cette guérilla, bien sûr, sur le territoire yéménite, parce que tout le monde le sait que les Yéménites sont des combattants depuis leur plus jeune âge et qu'il est très difficile pour les Saoudiens qui ne sont pas bien entraînés pour cette guerre sur le terrain de gagner contre les Yéménites. Bien entendu, l'Iran avait un intérêt parce que il y avait cette propagande de l'extérieur qui voulait mettre de l'huile sur le feu et créer une tension entre les sunnites et les chiites. Les Iraniens ont aidé d'une certaine manière et non pas totalement comme on veut absolument le faire croire que c'est l'Iran, la toute-puissance iranienne qui a permis aux Houthis en fait de gagner. Non, elle a aidé mais avec des petits moyens et il faut dire que sur le terrain les Yéménites ont véritablement combattu avec une sorte de guérilla. Alors, cette guerre qui a entraîné l'affaiblissement et l'appauvrissement donc de l'Arabie Saoudite a été un échec total. Et ce qui s'est passé dans le sud de Yémen va également démontrer que il y a eu un début de rivalité entre Mohammed Ben Salman et Mohammed Ben Zayed. Sur quelle base si vous le permettez, Monsieur Eli Hatim, parce que vous avez évoqué un grand nombre d'éléments, donc je me suis obligé d'intervenir. Donc, il y a 3 ou 4 éléments que je viens noter. La première, au départ, vous avez dit comme quoi Monsieur MBZ et MBS, au départ, ils se font utiliser par les Américains. Tout à fait.
Donc, moralité d'histoire, dès le départ, donc on est en face à des gens qui se font utiliser par une force extérieure. Deux, Tout à fait. voilà. Deux, vous avez parlé de MBZ en tant qu'État qui est dans le modèle et qui essaye, qui a compris le danger des salafistes. Sauf que ce que nous sommes en train de vivre actuellement, Monsieur El Hatim, est différent complètement parce qu'on voit les Émirats arabes unis sont impliqués partout, sont impliqués au Libye, sont impliqués en Tunisie, sont impliqués en Algérie, sont impliqués même dans le plan religieux ici en France. Je crois que vous avez entendu parler de la nouvelle de Mediapart. La nouvelle de Mediapart, comme quoi elle finance aussi le Rassemblement national. Tout ça, ça laisse un petit peu, ça sème le doute, la réalité d'un pays qui n'est pas encore dépassé les 60 ans. Oui, attendez. Alors là, il y a quelque chose d'assez important. Il ne faut pas tomber dans la désinformation. Parce que, effectivement, je vais vous donner un exemple. Vous avez soulevé cette nouvelle qui a été annoncée par Mediapart et qui m'a fait vraiment bien rigoler parce que le titre de l'article ne laisse aucun doute. Quand on lit l'article en ce qui concerne le financement du Rassemblement national par les Émirats, qu'est-ce qu'on voit? Un financement émirati pour le Front national ou le Rassemblement national. Mais si vous lisez bien l'article, que dit l'article? Il dit qu'il y a un Français, un homme d'affaires français, qui a financé le Rassemblement national, mais son financement, le compte qu'il a, l'argent donc qu'il a, c'est sur un compte bancaire qui se trouve aux Émirats, à Dubaï. Donc certainement, c'est que, je dirais, d'un point de vue rhétorique, l'argent vient d'une banque émiratie, donc c'est émirati, si vous voulez, légalement, c'est de l'argent émirati qui a été transféré. Mais qui est le propriétaire de cet argent? C'est un citoyen français. C'est comme si ce citoyen avait déposé son argent dans une banque aux Comores. Et l'argent viendra, bien sûr, transféré des Comores. Est-ce qu'on pourra dire, dans ce cas-là, c'est un argent, c'est comorien qui est venu financer le Rassemblement national? Ça, si vous voulez, ça me fait sourire. Et cela me permet de vous souligner et de justifier un élément de ce que je disais tout à l'heure. Quand on dit que, en fait, c'est le Qatar et l'Arabie saoudite qui financent les banlieues en France et ces mouvements, en fait, islamistes intégristes en France. Alors, tout le monde dit, effectivement, c'est un argent, si vous regardez bien, c'est un argent qui est transféré du Qatar et de l'Arabie saoudite. Maintenant, beaucoup moins de l'Arabie saoudite pour les raisons que je vous ai évoquées. C'est que la volonté de MBS de changer et d'arrêter, si vous voulez, cela à la demande, si vous voulez, en suivant le conseil de Mohammed Ben Zayed. Alors, qu'est-ce qu'on est maintenant du Qatar? Eh bien, croyez-moi, j'avais fait une étude, un grand article d'une 30aine de pages après des recherches que j'ai faites et que j'ai découvert qu'il y a des sociétés qui sont de Delaware, aux États-Unis. Ces sociétés-là, qui sont financées par le système Lansky, c'est le système des services secrets américains, d'une collecte de l'argent de la drogue, de la région d'Afghanistan, du Pakistan, etc., et qui vont alimenter et qui ont alimenté ces sociétés qui se trouvent à Delaware. Par la suite, ces sociétés, par le truchement donc de l'alliance entre les États-Unis et le Qatar, et avec la nouvelle loi sur les sociétés en nomimise, ont été transférées au Qatar, ce qui a, si vous voulez, renforcé la masse monétaire qui se trouve au Qatar, et qui a permis à ces sociétés, qui ont un nom tout à fait, je dirais, à consonance arabe, et qui sont détenues par des nominees, c'est-à-dire des porteurs qui ont des noms qataris, de pouvoir financer à la demande donc des donneurs d'ordre qui sont donc dans les services secrets américains ces différentes associations qui se trouvent en Europe et qui ont pour objectif d'islamiser une partie de la population et pour créer ces différentes tensions au sein même de l'Europe. Alors la question qui se pose, est-ce que c'est un argent qatari? Légalement, oui, parce que c'est un argent qui se trouve au Qatar dans des banques qataries. Mais si vous regardez réellement, l'origine est d'ailleurs. Les services secrets américains, bien sûr. L'origine est d'ailleurs. Pas l'origine. Oui, les commanditaires, les commanditaires sont. Mais la question qui s'impose, Monsieur El Hatim, ce que nous vivons actuellement,
si j'ai bien compris un petit peu tous les éléments que vous avez évoqués dès le départ, nous sommes en face de deux, soi-disant, bon, je suis désolé de parler ainsi, un peu brut, c'est que, voilà, un peu brut, MBS et MBZ, ça devient des agents des États-Unis pour déstabiliser le monde arabe et voir l'Europe. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ça? Bah, vous savez, moi, ce que je dis à tous les chefs arabes, il n'y a pas simplement que MBS et MBZ, tous les chefs, les dirigeants arabes, malheureusement, je leur dis, c'est que les Américains et leurs alliés, c'est-à-dire surtout essentiellement les sionistes, les Israéliens, leur ont donné des pelles pour creuser leur tombe par leurs propres mains. Quand on voit également que la résistance palestinienne, qui était là, qui était assez forte, qui a été totalement détournée, inféodée à Israël, qui elle-même a créé le Hamas pour détourner l'attention et pour islamiser la cause palestinienne, c'est aussi un autre exemple. Aujourd'hui, aussi bien MBS et MBZ, ils ont été, en quelque sorte, ils n'avaient pas le choix, en particulier Mohammed Ben Salman, l'Arabie Saoudite, complètement inféodé aux États-Unis en raison, en fait, de ces accords. Et d'ailleurs, vous vous souvenez que Donald Trump, lors de la campagne électorale, il avait très bien souligné, il a dit que l'Arabie Saoudite, c'est comme une vache à traire. Une fois qu'elle n'a plus de lait, on lui tranche la gorge. Ou c'est comme cette épouse qui est moche, et c'est l'expression de Donald Trump, qu'on est riche, on est obligé de rester avec elle grâce à son argent. Une fois que son argent est terminé, on la laisse tomber. Et la même façon également avec Mohammed Ben Zayed, on leur a promis d'être une nouvelle puissance comme les services américains ont fait avec le Qatar en gonflant la puissance qatari, en faisant donc de ce Qatar avec 300 000 habitants l'une des plus grandes puissances de la planète qui déstabilise des pays, l'Europe, etc. Et si vous comptabilisez bien, en fait, l'argent qui est investi par le Qatar dépasse largement de 2 ou 3 fois par an ses capacités financières annuelles. Donc il y a quelque chose qui n'est pas très clair en analysant, si vous voulez, les données, je dirais, arithmétiques du financement donc qui vient du Qatar. Et c'est la même façon donc qu'ils sont en train de travailler avec les Émiratis en leur disant que voilà, intervenez par-ci, intervenez par-là, dans un objectif de lutte contre les islamistes et contre l'islam politique. Parce que vous allez être le leader de cette lutte et en mettant un terme à ce mal en fait qui ronge le monde et qui est l'islam politique. Vous avez de l'autre côté, on pousse, si vous voulez, les deux. On crée et on pousse l'islam politique d'un côté et on amène une autre puissance en lui disant vous allez éteindre ce feu. C'est la politique. Bien sûr, des pyromanes. Donc voilà. Tout à fait, des pompiers pyromanes. On est bien d'accord, mais il me reste un élément de taille, si vous le permettez, parce qu'on me reste 6 minutes avec vous, et qui est en relation avec tout ça, mais beaucoup de monde n'en parle pas trop. Quel rôle joue le Sisi de l'Égypte dans cette affaire? Alors, le Sisi est arrivé pour mettre un terme à Morsi, donc aux islamistes. Il a été, bien sûr, poussé, aidé, en particulier par les Émiratis, mais chacun le sait, c'est que chacun travaille dans son propre intérêt. Les Émiratis, aujourd'hui, ne lui font plus totalement confiance parce que, comme tout chef, il y a en fait un peu ce problème du pouvoir, et je dirais cette maladie du pouvoir, qui transforme certains dirigeants et où ils se sentent encore tout puissants. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui explique d'ailleurs ce retournement populaire contre lui au sein même de l'Égypte et le fait que les Émiratis ne le soutiennent plus comme ils le faisaient au départ. Mais ceci dit, il reste quand même un rempart contre les islamistes, contre les frères musulmans en Égypte. Le retour de M. Al-Issa récemment sur la scène religieuse ici en Europe et notamment en France, et avec aussi le départ de M. Nouaimi qui représente les Émirats arabes unis avec le Conseil mondial des minorités, qui a laissé tomber grosso modo l'Europe par l'intermédiaire aussi de son agent qui s'appelle M. Mohamed El-Bachari, un Marocain qui est devenu émirati, et qui sont partis vers la Russie. Comment vous voyez cette situation? Eh bien, écoutez, c'est la résultante, je dirais, c'est la conséquence, encore une fois, de ce projet politique de semer, en fait,
un certain chaos, et au sein même de la même famille, si vous voulez, créer des tensions, je dirais momentanées, parce que maintenant vous exposez quelque chose qui actuellement, mais on verra cela, si vous voulez, dans quelques mois, qui ne va plus répondre à un schéma net. Et cela me rappelle en fait un peu ce qui se passait au Liban. C'était pendant la guerre du Liban, c'était clair, net, c'était des communautés chrétiennes contre les communautés musulmanes, mais on a vu un peu plus tard que cette clarté a complètement disparu, parce qu'on voyait au sein même de chaque communauté chrétienne des subdivisions, et des subdivisions dans les subdivisions, idem au sein des communautés musulmanes. Et aujourd'hui, c'est ce chaos, c'est ce qui explique en fait la façon dont vous posez la question, en vous demandant que se passe-t-il, qui est avec qui et pourquoi ce départ. Oui, mais c'est ce désordre qui nous interpelle, hein, c'est ça. C'est ce désordre et c'est ce projet, si vous voulez, politique, c'est la création, c'est la politique du chaos. Mais c'est pour ça, moi je dis aujourd'hui, j'ai un grand espoir en la Russie et la politique du président Poutine qui veut mettre un terme à ce désordre international en s'érigeant à la tête de cet axe, je dirais, du bien, à la tête de ce nouveau monde libre, parce que tout le monde le sait, avant la fin de la bipolarisation, le monde était divisé entre un monde totalitaire, c'est l'ex-Union soviétique et les pays satellitaires de l'ancien Union soviétique, et de l'autre côté le monde libre, l'axe du bien, qui était dirigé par les États-Unis. Aujourd'hui, le monde est à l'envers. Nous voyons que l'ancien monde libre devient un monde interventionniste qui ne respecte plus le droit international, qui veut absolument créer le chaos au niveau international. Et de l'autre côté, l'axe du bien qui est maintenant dirigé par Moscou. Et c'est le nouveau, je dirais, monde libre qui veut préserver les identités, qui veut préserver l'indépendance, la souveraineté des États et mettre un terme, en fait, à ce chaos international. Et c'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle que la France, en la personne de son chef de l'État, M. Emmanuel Macron, a voulu quand même revenir sur ses positions diplomatiques, ou autrement dit, retourner à la position diplomatique ou à la politique étrangère française qui a toujours été celle de l'équilibre, et venir maintenant se positionner entre ces deux axes, entre l'axe du mal et l'axe du bien, en faisant un pas vers le nouveau monde libre qui est présidé par la Russie, et c'est ce qui explique en fait cette main tendue qu'il a eue vers la Russie et vers l'Iran, qui s'est associé également au nouveau monde libre, et la Chine aujourd'hui, qui sont dans cet axe du bien qui est celui de la lutte contre le chaos. Écoutez, c'est un autre sujet, en toute sincérité, qui mérite beaucoup de débats et beaucoup d'interventions. Ce nouveau monde que vous appelez monde du bien, donc à sa tête la Russie. Pourquoi pas un autre jour d'évoquer ce dossier et de l'approfondir d'une manière assez importante, parce qu'on vit dans un monde les plus que tout le monde le sait, avec des enjeux très 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 spécifiques par tel ou tel pays, mais au milieu de tout ça, c'est le monde arabe et l'Afrique qui sont encore une fois victimes de ce partage, monde bien, monde qui est méchant, j'ose dire, qui n'est pas bien. La question qui se pose, on est où, nous, en tant qu'Arabes, nous, en tant qu'Africains, devant cette course au pouvoir, quoi qu'il arrive, et on voit ce qui se passe en Chine par rapport aux minorités musulmanes, et on voit bien entendu les dégâts qui se trouvent par rapport aux droits de l'homme dans certains pays qui se disent des droits des pays de bien. Mais en tout cas, c'est un autre sujet. Je vous invite si votre agenda vous le permet, un autre dimanche pour en débattre davantage et pour expliquer ce nouveau axe. Voilà, Monsieur El Hatim, merci infiniment, avocat à la Cour, docteur en droit, officier dans l'ordre du Cèdre, chevalier dans l'ordre des Palmes, académique, mais surtout il est enseignant. Merci infiniment de cet éclairage fort intéressant par rapport à cette situation ambiguë, soit marionnette, soit agent des États-Unis, MBZ ou MBS. Merci infiniment. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous et bon courage. Merci infiniment. Au revoir, monsieur. Au revoir. Arc-en-ciel.
Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.